Bonjour Sonia Grimm. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci. J'allais pas refuser un si bon dîner. Vous êtes pleinement engagé dans une période de concerts, de spectacles. Rendez-vous 100% Noël avec tout ce qu'on attend, le Père Noël, les anges, les lutins, les reines. La magie de Noël, comment vous l'entendez? Comment vous l'avez vécu personnellement dans vos souvenirs ou encore aujourd'hui? La magie de Noël, c'est quoi? Parce que c'est un terme un peu galvaudé, mais vous, comment vous la percevez? Pour moi, Noël, avant tout, c'est la famille et c'est la transmission des valeurs. Parce qu'en fait, toute l'année, tout le monde court dans tous les sens. Puis, il nous manque aujourd'hui des repères et je trouve que Noël, c'est un bon moment pour se rappeler ce qui est important en fait, dans la vie, le fait de partager de l'amour, de la tolérance, toutes les valeurs en fait, qui sont dans la fête de Noël. Ça, c'est la belle intention, mais ça se concrétise réellement? Ah oui, parce que sur scène, je chante des chansons qui en parlent et puis j'en parle aussi au public. C'est très frais parce qu'on a aussi besoin de rigoler, on a un Père Noël marrant sur scène. Mais pour moi, le plus important, c'est de transmettre les valeurs. C'est pour ça que j'aime bien faire des spectacles à Noël. Je trouve que la période s'y prête bien. En fait, même dans le Père Noël, on peut transmettre des valeurs parce que le cadeau du Père Noël, il peut être offert juste pour faire plaisir à quelqu'un qu'on aime. On peut essayer de sortir de cette tendance de vouloir toujours acheter, offrir plus, en fait, la société de consommation, puis juste se dire, tiens, mais je peux juste considérer qu'un cadeau, c'est une façon de dire à quelqu'un que je l'aime. En plus, quand c'est le Père Noël qui offre, on n'attend pas de merci, puisque c'est le Père Noël qui offre. Donc c'est vraiment juste pour faire plaisir à l'enfant. Donc on revient à des valeurs justes, quelque part, en disant, bon, on offre un cadeau pour faire plaisir, sans attendre de remerciements ou sans attendre quelque chose en retour. C'est une façon aussi de dire qu'on aime si on l'offre en direct. Donc il y a deux possibilités de le faire bien en fait. Ces valeurs, elles étaient ancrées dans la famille aussi longtemps que vous vous en souvenez? Ah, dans ma famille, oui, absolument. Ouais. Je viens d'une famille très soudée, très aimante, où justement on ne s'est pas perdu. On se voit encore tous les mardis. Bon, c'est le rituel du mardi? C'est le rituel du mardi, chez mes parents, avec ma soeur, mon frère et les familles de tout le monde en fait. Ça fait qu'on est très nombreux à table. Pour moi, la famille, c'est mon ancrage, en fait. C'est tout ce à quoi je peux m'accrocher, vraiment. J'essaie vraiment d'en parler aux gens aussi, puis de leur dire autant que possible. Essayez de soigner vos rapports avec votre famille, puis si votre famille, c'est pas possible, avec votre famille de cœur. Ça veut dire se rapprocher des gens, puis avoir des vrais échanges. Et puis être juste, en fait, dans la relation à l'autre. Avant d'être la chanteuse de renommée que vous êtes aujourd'hui, vous étiez aussi une autre fonction importante de mère de famille dévouée. C'est ce qui est également marqué sur le site internet. La valeur liée à la table, puisque c'est le thématique d'aujourd'hui, c'est aussi quelque chose de sensible que l'on transmet. Oui, bien sûr, parce que c'est souvent, encore aujourd'hui, c'est la maman qui remplit le frigo. Oui. Donc on a le choix de mettre dans les tiroirs ce qu'on a envie que nos enfants mangent. Après, c'est sûr qu'il y a des fois, on est un petit peu pris par le temps. Du coup, on a tendance à faire des choses un peu vite. Vous avez encore le temps, justement, d'être suffisamment présente en tant que mère de famille? Alors, quand je suis présente, je cuisine pour eux. Et puis, quand je ne suis pas présente, ils cuisinent eux-mêmes pour eux-mêmes, parce qu'ils ont 18 et 20 ans maintenant. Quand on est ensemble, je cuisine vraiment, je ne réchauffe pas des trucs tout faits. C'est un moment important, un moment de partage? Oui, parce que c'est le moment où on se retrouve à table ensemble. Sinon, on ne fait que courir ou on se croise dans l'escalier. Donc, on se dit juste à quelle heure on part, à quelle heure on revient. Voilà. Mais oui, c'est le moment où on peut vraiment parler, raconter nos vies, ce qu'on a fait, et puis échanger. Vous êtes une femme qui aimait les fourneaux? Alors oui, quand j'ai le temps, et surtout pour faire des desserts. Mais sinon, je ne suis pas archi fan de la cuisine journalière obligatoire. Tous les jours, il faut penser, tiens, puis qu'est-ce qu'on a envie de manger? Et puis voilà, tout ça, je trouve que c'est un peu lourd des fois. Par contre, quand j'ai le temps et que je peux faire quelque chose que j'ai envie de faire, par exemple, quand on a des invités, que j'ai envie de faire plaisir vraiment à quelqu'un, là, je prends le temps, puis là, j'ai du plaisir à le faire, oui. La recette Sonia Grimm, c'est? Oh là là, alors dans les desserts, je démarre tout de suite avec les desserts. J'aime bien le tiramisu que je décline de diverses manières, en fait, à ma façon. Puis des glaces, je fais des glaces. D'accord. Voilà, et puis j'adore les pâtes. Je mange des pâtes sans rien. Ouais, ça doit être mes racines italiennes. Forcément. Je sais pas, mais dès que j'ai un petit creux, j'ai envie de manger des pâtes. En fait, je pourrais en manger tous les jours, ça me lasserait pas du tout. Est-ce que la vie d'artiste permet d'avoir un œil attentif sur l'équilibre alimentaire? Et c'est indispensable en fait, parce qu'il faut se tenir en forme. Donc on peut pas se permettre de se laisser trop aller, parce que quand on mange mal, notre corps après, évidemment, il va moins bien aussi. Donc non, je fais attention à ce que je mange. Mais est-ce que le rythme et l'emballement le permet? Alors j'ai la chance que les jours des spectacles, c'est ma maman qui vient sur place pour faire à manger à l'équipe. Alors elle fait toujours quelque chose de très complet, parce qu'évidemment j'ai été élevée par une maman qui était pire que moi à ce niveau. Donc je mangeais de la crème Boudewig,
le matin. Ça veut dire avec les graines qu'elle faisait elle-même à la main. Tous les matins, elle se levait à 6 heures pour nous faire ça. Donc en fait, quand elle vient au spectacle, elle nous fait des plats complets avec des légumes et tout. C'est un luxe incommensurable. Prends soin de toute l'équipe, ouais. Dans les petits plaisirs du moment, je vous propose de regarder la carte. J'ai guigné avant déjà. Je vais commencer par le saumon. Tartare de saumon, sésame et citron vert. Je trouve que ça fait vraiment envie. Et puis après, risotto. Tentacule de poulpe grillé, risotto à l'encre de sèche, au citron vert et au jus de crustacé. Donc les produits de la mer. Je suis moins viande en ce moment. Comment se fait-ce ? Je fais beaucoup de travail sur moi, je fais beaucoup de méditation. Ça se fait tout seul, c'est pas quelque chose où je me dis évidemment que ça me fait souffrir de voir comment on fait souffrir des animaux, mais c'est pas de me dire tiens je vais manger moins de viande parce que c'est juste que j'en ai moins envie, ça se fait tout seul en fait. Quand on se rend compte à quel point la nature est importante, à quel point les animaux sont semblables à nous, ça devient difficile en fait de les manger. Et c'est vrai qu'une vache, c'est un mammifère, donc j'ai plutôt envie d'aller la caresser, lui parler, comme on fait un chien. Ouais, et le saumon, vous n'êtes pas inquiète de son état ? Mais aussi, mais c'est vrai que c'est un peu plus loin de nous. D'accord. Je m'identifie moins à un saumon qu'à une vache. Ça restera dans les annales, cette phrase, attention. Le spectacle, vous l'avez voulu différent, donc plus les enfants sur scène. Vous avez dit maintes fois que c'était plus professionnel, même si tout un chacun concède que c'était professionnel jusqu'à présent. Mais ça change forcément la nature de votre prestation sur scène, de plus avoir d'enfants, de plus être dans la même dynamique. Alors, ce qui change pour moi personnellement, c'est que je peux beaucoup plus me consacrer à moi. Qu'avant, j'étais inquiète pour chaque enfant. Voilà, c'est une maman. Oui, parce que c'est moi qui leur enseignais les chorégraphies, donc c'est moi qui savais ce qu'ils étaient censés faire. Donc, je savais qui avait peur, je savais qui risquait de se tromper. Bon. On n'était pas uniquement dans l'artistique, on était dans le relationnel, dans le psychologique. Beaucoup, ouais. Donc j'étais un peu leur maman sur scène. Donc c'est vrai que j'étais inquiète pour chacun d'eux qu'ils soient bien, puis qu'ils se sentent bien, puis que tout se passe bien. Que maintenant, je peux me consacrer plus à moi, m'oublier en fait, me consacrer à la chanson. Donc ça fait que quand je suis sur scène, je me laisse complètement aller dans la chanson et dans la musique. Ouais, je laisse vibrer mon âme. Je sais pas comment dire, mais c'est très beau. C'est vraiment tout mon être qui est présent. Et c'est vraiment libérateur. Ça, vous l'avez ressenti immédiatement ou c'est quelque chose qui, avec un peu de recul, vous dit « Ah bah oui, tiens, je sens une différence ». Alors, je l'ai ressenti plus cette année parce que j'ai fait aussi tout un travail sur moi en 2019 où je suis allée prendre contact avec mon moi intérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus présente quand je suis présente. Ça veut dire quoi, aller prendre contact avec son moi intérieur ? Avant, j'étais une coquille vide, donc je m'aimais pas. Je pensais que j'étais pas capable de rien, que j'étais pas légitime sur Terre. J'étais vraiment vide, je sais pas comment dire. J'étais une enveloppe vide. Je suis remplie sur scène parce que justement, je suis moi-même et puis je peux exprimer toute ma créativité. Mais c'est vrai que quand je descends de scène, des fois, je me sentais très seule et très vide en fait. Je me tenais pas du tout compagnie avant. Et maintenant, j'ai pu rencontrer ce moi intérieur et maintenant, je me sens pleine et entière partout. Ouais, aujourd'hui, je me demande plus, tiens, mais est-ce que je suis capable, est-ce que je m'aime ? Je me pose même plus la question. Donc, je vais pas non plus chercher que quelqu'un d'autre me légitime ou même à ma place. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de quelqu'un pour m'aimer à ma place. Et vous a fallu quelqu'un pour vous montrer la voie ou ça a été un cheminement personnel ? Alors, c'est un cheminement personnel, mais qu'on fait grâce à des personnes qui nous guident. J'ai commencé à faire une analyse avec une personne qui s'appelle Angélique au mois de janvier. Et après, j'ai continué avec Steve Albantineo en mois de mai. Puis depuis le mois de mai, il m'aide à aller puiser tout au fond de moi et de faire cette recherche. Il me guide en fait pour pouvoir le faire moi-même. Mais c'est un chemin qu'on doit faire soi. Personne ne peut le faire à notre place. Et c'était laborieux. C'était douloureux ? C'était très douloureux. J'ai énormément pleuré. Il faut aller chercher tout ce qui est coincé derrière. Moi, je pensais que le pardon était quelque chose d'essentiel. Donc, j'avais pardonné à tous les gens qui m'avaient fait du mal et je m'étais pardonné à moi-même. Mais j'avais comme mis une chape de pardon sur des choses que je n'avais pas réglées, que je n'avais pas pleuré en fait. Donc, j'ai dû aller rechercher ces choses-là, les faire sortir en pleurant, en exprimant la colère qui était enfouie. Et c'est ça qui m'a permis après de rencontrer ce qu'il y avait derrière, ça veut dire moi. Et aujourd'hui, vous avez l'impression d'être arrivé au bout du chemin ou il y a encore... Je viens à peine de commencer. J'essaie juste de profiter de chaque instant. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. De me plonger dans l'instant présent, de profiter de chaque petit bonheur. On oublie de regarder autour de soi, d'apprécier tout ce qui nous entoure en fait. Parce qu'on n'arrête pas de penser à ce qu'on a fait hier ou à ce qu'on fera demain. Mais en fait, on ne vit pas dans le maintenant. Maintenant, toute ma vie est consacrée à vivre le maintenant. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi libérée de toutes les angoisses
de toutes les peines ou les questions que j'avais. J'ai plus tellement de questions, je me pose plus tellement de questions, je me laisse aller, je me laisse vivre et puis vient ce qui vient en fait. Votre dernier petit bonheur, c'était quoi? Je peux pas vous le dire, c'est trop. Avec ceux qui vous entourent pour construire les spectacles, il y a une relation quoi de seconde famille, de camarades de travail plus, comment on qualifie les choses? D'amour. D'amour. Oui, moi je peux travailler bien avec les gens que j'aime. Voilà. Donc l'amour peut avoir plusieurs formes, mais aussi parce qu'on partage l'amour du spectacle. Donc le fait d'aimer ce qu'on fait, puis de le faire avec des gens qui aiment aussi, l'amour est partagé en fait. Et j'ai toujours du plaisir à les voir. Mes jeunes filles qui sont sur scène avec moi, j'ai du plaisir à voir elles-mêmes, mais aussi leurs parents. Ouais, c'est vraiment devenu comme une grande famille, mais c'est vraiment un échange d'amour. Ouais. D'amour vrai, c'est-à-dire je leur souhaite vraiment le meilleur à chacune. Puis quand il y en a une qui me dit ah, mais écoute, je vais arrêter parce que j'ai décidé de m'orienter, ben, tant mieux, fais ce que t'aimes. Voilà, c'est vraiment dans le don et dans le partage. Vos propres enfants ont eu ou pas l'envie d'embrasser une carrière qui serait dans la veine de la vôtre? Alors, pas du tout. C'est justement, c'est chacun son chemin. Mon fils, pas du tout. Et puis ma fille, elle chante sur scène avec moi cette année, mais elle s'oriente vers quelque chose de complètement différent. Donc, et j'essaye même pas de les convaincre que ce que je fais est génial, parce qu'en réalité, c'est moi qui ai du plaisir à le faire, mais ils sont pas moi. Ils sont eux-mêmes. Donc, il faut qu'eux trouvent leur propre voie. Ça a l'air bon, hein? Eh ben, on va vérifier. Alors, bon appétit. Bon appétit. Il y a pas on n'enclenche pas un mode spectacle, concert où il faut se tenir à une certaine diététique, à un certain rythme. Non, alors j'essaye de manger des pâtes la veille des spectacles, donc ça va, je me force pas trop. Voilà, j'essaie de manger quelque chose qui donne de l'énergie la veille, mais sinon... En fait, j'ai 2 spectacles par jour, donc on répète à 11h, donc j'arrive sur place à 10h, on fait tout le montage des coulisses. Après, on répète à 11h, on a le temps juste de manger, puis après, c'est non-stop, parce qu'il y a le spectacle. À l'entracte, je reçois des gens sur scène. À la fin, je vois les gens à la sortie. Après, des fois, j'ai 10 minutes pour juste boire un verre d'eau et puis redémarrer. Donc, c'est assez marathon. Donc, il faut quand même que je fasse attention d'avoir de l'énergie. Je ne peux pas démarrer sans manger ou en mangeant n'importe quoi. Mais comme maman est là, elle me fait manger, puis elle me donne des bananes pendant les spectacles. Elle dit « mange des bananes !» De voir des gens à la sortie du spectacle, vous le faites volontiers parce que ça fait aussi partie du job, ou il y a certains jours où il faut un peu se faire violence? Mais j'aime autant ça que d'être sur scène en fait, de pouvoir serrer les enfants dans mes bras et de voir leurs yeux qui brillent. Ça justifie toutes les douleurs en fait de ce métier où des fois il faut travailler énormément et puis il y a beaucoup d'angoisse dans les préparatifs. Pas des angoisses, mais il y a beaucoup de choses à penser. Des inquiétudes en tout cas. Ouais, des inquiétudes quand même pour que les costumes arrivent à temps, soient livrés dans les dates et tout ça. Donc le fait d'avoir des enfants qui sont présents, puis je vois dans leurs yeux qu'ils ont eu du plaisir, puis qu'ils ont rêvé. Et puis les adultes aussi, hein, j'ai des adultes qui me disent merci, vous m'avez fait passer un super moment. Et là je me dis bon ben voilà, c'est juste, je dois continuer à faire ça puisque ça apporte quelque chose aux gens. C'est pour ça que je le fais. Alors c'est peut-être votre honneur, mais j'imagine qu'il y a des jours où on a moins envie que d'autres, peut-être. Mais à aucun moment j'ai pas envie en fait. D'accord. Parce que je me réjouis à la fin de les retrouver. C'est comme... je fais ce métier pour pouvoir apporter ça aux gens. Du bien-être, qu'ils soient bien, qu'ils décrochent, qu'ils ressentent de l'amour. Donc de les voir à la fin, c'est une autre façon de transmettre tout ça. Je me sentirais... frustrée, enfin, ça me manquerait de ne pas pouvoir le faire. Je le fais tout le temps quand c'est possible. Après, des fois, au niveau timing, j'ai plus de peine quand les spectacles sont très rapprochés. Y a l'autre qui commence, ou des fois, je ne peux pas rester parce qu'il faut libérer l'entrée pour laisser entrer les gens d'après. Voilà. Des fois, on a des problèmes comme ça, mais je le fais vraiment... ça me remplit le cœur, en fait. Ça fait du bien. L'étincelle pour le chant, elle est venue comment concrètement? Parce que vous chantiez, vous dansiez, certes, des chansons, surtout en petit comité pour vos proches, mais qu'est-ce qui fait de se dire, voilà, je pourrais passer à l'étape supérieure? En fait, je chantais pas pour mes proches, je chantais pas. Je chantais dans ma voiture, toute seule, ou chez moi, mais je savais pas que je savais chanter. J'ai toujours chanté, toujours. J'ai allumé la radio en arrivant dans la voiture, c'est la première chose que je faisais. Mais toujours sans public? Sans public, même devant ma mère, je sais pas. Par pudeur? Ouais. Et puis c'est quand j'ai écrit des chansons pour les enfants, quand mes enfants sont nés, que je les ai envoyés dans un studio d'enregistrement. Puis là, il m'a dit, mais c'est bon, tu sais chanter.
Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas trop faux, puis que c'était joli, enfin, que je pouvais, que j'étais capable. Mais c'était pas comme j'ai envie d'être chanteuse. C'est plus l'écriture des chansons qui m'a amenée à chanter. Mais qu'est-ce qui fait qu'on franchit le pas de se dire, voilà, j'écris entre guillemets, des petites chansons pour mes enfants et de se dire, tiens, je peux l'envoyer pour un studio? Mais en fait, moi, j'ai envoyé à la base, c'était pour enregistrer, juste pour faire une petite cassette pour donner aux enfants de mes amis. L'idée de base, c'était d'aller juste poser des voix de manière un peu propre sur des démos que j'avais fait avec mon piano électronique. Mais je pensais pas du tout que c'était un métier déjà. En Suisse, c'est tellement difficile d'en vivre. Et alors à cette époque, vous imaginiez faire quoi si chanteuse, c'était pas un métier? Mais j'étais maman. C'était déjà un métier à part entière, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, depuis que j'étais ado, j'avais envie d'avoir des enfants. Ça, c'était toujours pour moi une envie. Donc à ce moment-là, j'étais maman. Mais je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Puis je me demandais toujours, tiens, mais je vais faire quoi après? Parce que quand ils grandissent, on commence à récupérer un petit peu de temps libre. Et puis je me cherchais, je n'avais pas trouvé en fait encore ma voie. Mais zéro idée ou des choses inavouables? Non, je me disais, tiens, je vais faire des glaces. Parce que j'aimais bien faire des glaces. Ah oui. Mais une vraie glace avec de la vraie crème, et puis c'est super bon quand le fruit est bon. Attention, vous avez l'œil qui brille là. Oui, je suis désolée. Ça fait comme la gourmande. Et entre le moment où vous avez ces premiers enregistrements et une forme de succès, ça a été très vite, c'était presque fulgurant, non? En fait, le bouche-oreille a très vite fonctionné, ouais. Donc, je me suis laissée porter. Puis du coup, on a fait d'autres disques et puis on a continué, quoi. Et après, il y avait plus d'enfants sur scène, ça s'est agrandi, puis voilà, ça s'est fait un peu tout seul. Avec un plaisir qui était à la mesure de la progression ou un côté un peu je subis le... Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, j'avais pas le plaisir autant parce que j'avais beaucoup d'angoisse, parce que je savais pas faire. On louait du léman, mais on n'avait pas de décor. À l'époque, il n'y avait pas comme ça Internet pour commander des costumes. Qu'est-ce qu'on allait faire sur scène? C'était pas encore un métier pour moi, j'apprenais. Donc du coup, j'étais pas sûre d'être capable. Donc j'étais toujours dans l'angoisse de savoir si j'allais être capable. Quand j'ai commencé à maîtriser, c'était devenu tellement gros qu'il y avait tellement à faire que c'était devenu très lourd au niveau de l'énergie à fournir toute l'année. Donc j'avais énormément de plaisir. Merci. Sur scène. Autour, c'était compliqué. J'avais du plaisir à aller au cours avec les enfants puis à partager ça avec eux. Mais c'était beaucoup de pression. Aussi, il y a tous les enfants qui comptaient sur moi, ceux qui montaient sur scène. Donc, et leurs parents aussi. Donc ça faisait beaucoup de pression. Et les gens ne se rendent pas compte en fait que je donnais toujours le meilleur. J'essayais de faire tellement bien pour que chacun soit content. Mais quand on a 300 élèves, c'est compliqué que chacun soit content. Déjà, on ne connaît pas les attentes réelles de chacun. Et moi, je souffrais beaucoup de ça. Et c'était pas juste des cours de danse. Il y avait tout ce qui est autour. Il y avait dans la façon de transmettre. Parce que j'ai une façon de transmettre qui est personnelle. Il faut pouvoir donner assez à chaque enfant. En quoi votre façon de transmettre est-elle très personnelle? Je transmets dans l'amour. Et comme je transmets dans l'amour, je transmets l'amour. Donc ils reçoivent aussi ça. Et en voyant comment je transmets l'amour, eux, en le recevant, ils peuvent aussi le comprendre et puis voir dans les interactions comment on peut faire les choses avec amour. Je ne suis pas comme une enseignante qui a un programme et qui doit avoir une certaine distance avec chaque élève. Moi, je n'avais pas ça. Je n'avais pas de distance. Donc, j'étais vraiment à donner tout de moi. C'est une façon d'être, en fait. Je me suis peu protégée. C'est un peu le problème. Aujourd'hui, quand on vous demande comment ça va, vous répondez quoi? J'ai jamais été aussi bien de toute ma vie. De pouvoir me rendre compte de qui je suis, de remplir ce vide, je me sens légitime sur cette terre. Ce que j'avais jamais eu. Et je me pose plus de questions. Je laisse faire les choses, j'ai confiance. Et puis je sais pas demain de quoi sera fait la vie. Je pense que c'est la dernière tournée comme ça que je vais faire, en tout cas avant longtemps. J'ai envie de changer. Vous avez envie de changer, pourquoi? Parce qu'en fait, l'image de la Mère Noël commerciale qu'il y a sur les affiches, c'est pas moi. Ça l'a jamais été, mais aujourd'hui, ça l'est encore moins. Et aujourd'hui, ça me pose vraiment un problème d'identification. Et je mets des messages dans mes chansons, je mets des messages dans les spectacles, puis je me rends compte que les gens s'arrêtent à l'image. Et moi, je m'étais dit, tiens, je peux donner en fait du beau ou du un peu kitsch. À l'époque, je faisais du kitsch, maintenant, c'est plus kitsch, mais je peux donner un petit peu du rêve aux enfants avec toutes ces thématiques de Noël qui sont dans un Noël superficiel de Mère Noël et de Père Noël, on est tout à fait d'accord. Mais c'est l'imagerie.
Et moi, je m'étais dit, tiens, je vais pouvoir mettre du fond tout en gardant cette imagerie qui fait rêver les enfants. Et je me rends compte que non, les gens, en fait, ils s'arrêtent À la forme et ils vont pas voir ce qu'il y a dans le fond. Et du coup, vous voulez qu'il y ait du sens. Mais moi, pour moi, c'est transmettre, c'est ma vie. Plus encore que de chanter, je peux le transmettre en écrivant. Mais ça veut dire qu'il faut casser son image, la faire évoluer. Comment on fait les choses? Parce qu'on a un imaginaire qui vous est attaché forcément. Je vais juste être moi, puis laisser faire. Puis les gens, ils vont comprendre un jour. Peut-être qu'il faut changer l'image pour que les gens comprennent qu'il y a autre chose dedans. Il n'y a pas le risque de perdre une partie de son public en cours de route? Oui, mais en même temps, le plus important, c'est d'être soi-même, puis d'être en accord avec soi-même. Donc, en fait, je suis dans un cocon, je suis en train d'ouvrir le cocon. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dehors. Donc voilà, il faut que je finisse cette tournée bien, que j'en profite à fond, sachant que ce sera peut-être plus comme ça après. Et après que je laisse, que j'attende de voir ce qui va venir. Parce que c'est trop neuf, en fait. Vous avez longuement et souvent témoigné sur la situation très compliquée que vous avez vécue par rapport aux violences subies par votre mari. Le fait d'en avoir parlé assez longuement, précisément, vous ressentez que ça ouvre le témoignage des autres ou c'est difficile à dire? Alors, ça ouvre, oui. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit j'ai osé quitter mon conjoint parce que j'ai lu votre livre. Ou j'ai osé en parler parce que j'ai lu votre livre, parce que j'ai lu une interview de vous. Donc oui, c'est clair. On vous le dit. Ouais. Aujourd'hui, le message que j'ai vraiment envie de transmettre vis-à-vis de ça, c'est que c'est réducteur de voir la situation comme celle d'un bourreau et d'une victime. Parce que je me rends compte que c'est ce vide que j'avais en moi qui a fait attirer cette personne dans ma vie. Parce que j'avais besoin de lui pour me montrer que j'étais vide. Et pour que je fasse quelque chose enfin pour me remplir. Si il n'était pas venu dans ma vie, si je n'avais pas vécu tout ça, je n'aurais pas fait le travail sur moi que j'ai fait. Et aujourd'hui, je ne serais pas celle que je suis. Vous n'irez pas jusqu'à dire que c'était un mal nécessaire? Oui, c'est un mal nécessaire. Mais j'étais creuse dedans. Et c'est pour ça qu'il a pu venir. Une personne qui n'est pas creuse comme je l'étais, accepte pas, puis laisse pas faire. Donc du coup, attire pas ce genre de choses dans sa vie. Et moi, je l'ai attiré en boucle. Mon ex-mari était comme la fin du processus. Il fallait qu'on aille jusque-là pour que je réalise non, je veux pas ça, je vais me respecter moi. Je vais arrêter de demander à l'autre de m'aimer à ma place. Je vais arrêter de demander à l'autre de me respecter à ma place. Je vais me respecter moi et m'aimer moi. Ce qui est gênant, c'est que ça donne l'impression que ça vous confère une part de responsabilité. Mais bien sûr. Non, oui, mais non, c'est un vide qu'on a. Donc on le fait pas exprès puis on s'en rend pas compte. Donc on n'est pas comme coupable que ça arrive du tout. Je me sens pas du tout coupable d'avoir vécu ça en me disant j'ai pas de culpabilité vis-à-vis de moi-même. Mais de me dire que c'est parce que j'avais besoin que quelqu'un vienne réveiller justement cet amour pour moi que j'avais pas. Enfin, quelqu'un vienne me sonner les cloches. Puis lui, il l'a fait, c'était violent. Mais des fois, c'est des choses violentes de la vie qui nous permettent d'ouvrir les yeux. Donc c'est important de sortir du statut de victime, de plus se sentir victime, pour plus attirer les bourreaux. Et tant qu'on est victime, et c'est pour ça que les victimes doivent se reconstruire, parce que si on ne fait pas le travail de se reconstruire et de remplir ce vide, cette mauvaise estime de soi, forcément, s'il y a un autre bourreau qui passe par là, on l'attire. On est comme, c'est des aimants. Hein. Nous, on est le moins, puis eux, s'ils sont le plus en recherche d'une victime, tac, et ils nous sentent, ils sont attirés. J'ai la question ultime. Aujourd'hui, vous êtes qui? Je suis moi. Je ne sais pas qui je suis et ce que je suis. Mais je suis moi. Voilà, et je vais faire en sorte juste d'être moi, et pas d'essayer de faire quelque chose d'autre ou d'être quelqu'un d'autre. Juste d'être en accord avec qui je suis. C'est un énorme challenge en fait.